Nous débutons notre après-midi avec notre aimable professeur Hicham Hermouch, professeur de l'enseignement supérieur, chef de service de beaucoup de services. Vraiment, je n'ose même pas. J'ai toute une page à lire si je me mets à vous présenter. Et puis, vous dépassez tous ces stades, sincèrement. Et avec les remerciements de MG Maroc d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Premièrement, je ne suis pas chef de service, donc c'est le doyen de la faculté chef de service. Il y a une chef de service, c'est Mme Tsézi qui est chef de service, mais moi, je ne suis pas chef de service. Ceci dit, merci beaucoup pour cette invitation, merci beaucoup pour vos gentils mots. Et donc, ne vous en faites pas, on va réellement respecter le temps. J'ai à traiter en moins de 30 minutes les thrombopénies immunes. Et on va s'intéresser à la thrombopénie immune de manière différente. En gros, on va voir, je me suis mis en fin de compte à la place d'un médecin généraliste où pendant très longtemps, on passait comme message que la thrombopénie immune, c'est quelque chose de très compliqué, qu'il fallait faire des myélogrammes, qu'il fallait donner des thérapeutiques un peu particulières. Et puis, vous allez voir que l'approche diagnostique n'est pas si compliquée que cela. Et puis, l'approche thérapeutique, vous allez voir que probablement la médecine générale a un rôle extrêmement important dans la prise en charge de ces pathologies. Donc, en gros, notre objectif, ça va être de démystifier ces thrombopénies immunes. Grossièrement, pour pouvoir replacer les choses au sein des cytopénies auto-immunes, grossièrement, donc vous avez ce qu'on appelle les anémies hémolysques auto-immunes, les thrombopénies immunes, et en gros, dans les cytopénies auto-immunes, la thrombopénie immune est la pathologie la plus fréquente, et pour pouvoir parler le même langage, il y a une nouvelle définition, on ne parle plus de PTI, on parle de TI actuellement. Et puis, l'autre chose également qui est quand même importante, c'est que la définition, ce n'est plus des plaquettes extrêmement basses, parce que pendant très longtemps, on se disait que la thrombopénie immune, c'est quand on a une thrombopénie sévère. D'autres définitions qui parlaient d'une thrombopénie en dessous de 150 000, là, c'est clair, moins de 100 000, vous parlez de thrombopénie. Donc, quand on parle de la thrombopénie immune, et je vais vous montrer tout à l'heure comment est-ce qu'on va arriver à ce diagnostic de thrombopénie immune, grossièrement, il y a, dans la prise en charge thérapeutique, il y a 3 types. Il y a des phases qu'il faut quand même connaître. C'est les nouvellement diagnostiqués où certainement vous avez un rôle important dans la prise en charge de ces patients. Et puis il y a le persistant ou le chronique où tout simplement, je pense que les internistes c'est plus l'apanage de l'interniste. L'autre chose également, il y a 2 types de thrombopénie immune. Et là, vous allez le comprendre pourquoi, parce que ça dépend des étiologies. Il y a les TI chez l'enfant et les TI chez l'adulte. Les TI chez l'enfant, c'est essentiellement une cause virale qui est caractérisée par une guérison dans 3/4 des cas. Et vous comprenez pourquoi le traitement des thrombopénies immunes chez l'enfant, c'est essentiellement des immunoglobulines intraveineuses et tout rentre dans l'ordre, alors que chez l'adulte, les choses sont complètement différentes. Vous avez plutôt une chronicité et de là, en fin de compte, les thérapeutiques que nous devons donner. Alors, sur le plan épidémiologique, ces diapos, je vais insister sur une seule chose, c'est que, contrairement aux aplasies médulaires, et là, vraiment, je démystifie dès le départ la chose, c'est que dans les thrombopénies auto-immunes, même quand vous avez des plaquettes très basses, vous pouvez avoir 2000, 3000 plaquettes, les accidents hémorragiques sont rares, contrairement aux thrombopénies secondaires, aux aplasies médulaires. Ça, c'est le premier message que j'ai envie de vous passer. Donc, n'ayez pas extrêmement peur quand vous avez 2000 plaquettes. Prenez le temps de réfléchir. Ce n'est pas aussi grave que cela que lorsque vous avez une aplasie médulaire. L'autre chose également qui est importante, et ceci est corrélé, quand on voit la mortalité, parce que ce qui nous fait peur quand on a une baisse de plaquettes, c'est essentiellement cet accident hémorragique, mais regardez, la mortalité par hémorragie est la même que la mortalité par infection. Donc en gros, les thérapeutiques que nous donnons sont inductrices d'infection, et regardez, donc ça aussi c'est une chose importante que j'avais envie de vous passer. L'autre message également, et ça c'est une présentation qui a eu lieu il y a 3 mois, juste pour vous montrer en fin de compte quel est le pronostic de ces thrombopénies auto-immunes. Et là, il est clairement établi que la survie des patients, que ce soit une thrombopénie immune primaire ou secondaire, elle est diminuée par rapport à la population générale. Donc, je ne vais pas m'attarder sur toutes les répercussions que cela a sur la qualité de vie des patients. Ces diapos le montrent en elles-mêmes. Que sur le plan physiopathologique qui va expliquer en fin de compte la thérapeutique, en fin de compte ce qu'il faut retenir, c'est que dans la thrombopénie immune de l'adulte, il existe une variabilité
de réponse au traitement en fonction des individus et pas tous les patients ont le même traitement. Et de cela, vous comprenez ma conclusion à la fin, c'est un traitement à la carte que nous allons proposer à nos patients. Cette diapo, c'est tout simplement pour vous montrer, en fin de compte, cette corrélation qu'il y a. C'est vraiment pour vous enlever cette peur que vous avez quand vous avez 0 plaquettes, quand vous avez 2000, 3000 plaquettes. Et sur cette diapo, vous le voyez très très bien, que des patients qui avaient entre 0 et 9000 plaquettes, il y en a, regardez, 21% des patients sont complètement asymptomatiques. Et donc, en gros, les patients, les hémorragies que vous voyez ici, c'est uniquement très peu de patients. Donc, un des messages majeurs, c'est que les thrombopénies immunes ne font pas autant saigner. Elles font saigner, elles peuvent tuer, mais elles ne font pas autant saigner qu'une aplasie médulaire. Donc, l'autre message également, c'est qu'il existe ce saignement et cette morbidité. Il y a un effet âge là-dessus. Ces diapos le montrent très bien. Les hémorragies fatales et les hémorragies non fatales, regardez, c'est à partir de 60 ans que les accidents hémorragiques sont extrêmement sévères. Donc, en gros, en médecine générale, on se pose quelques questions. On a un patient qui vient nous voir. Il a une baisse des plaquettes, d'accord? Je vous ai parlé de la définition qui est inférieure à 100 000. Et en gros, il y a 3 questions que l'on se pose. Est-ce que cette thrombopénie est de la séquestration, une grosse rate, par exemple? Est-ce que c'est auto-immun? C'est l'objectif d'aujourd'hui. Est-ce que c'est de la consommation? Et là, c'est l'erreur que font beaucoup de docteurs, que nous allons voir ensemble, là aussi. Ou alors, tout simplement, est-ce que c'est central? En gros, est-ce que ce n'est pas une aplasie médulaire? Est-ce que ce n'est pas un envahissement médulaire par une pathologie? Donc, c'est les principales questions que l'on se pose. Et vous êtes d'accord avec moi, on ne parlera de thrombopénie immune que lorsqu'on aura éliminé les autres étiologies. Donc là, le diagnostic de thrombopénie immune est un diagnostic d'élimination. Donc, sur cette diapo, j'ai essayé de vous mettre, en gros, comment est-ce qu'on différencie les choses? Et là aussi, c'est très simple. Je vous ai mis la centrale, la consommation, la séquestration et l'immunologique. En gros, quand vous avez une cause centrale, ben vous avez une anomalie des autres lignées. Ce n'est plus la thrombopénie seule, vous avez une pancytopénie. Quand vous avez de la consommation, là, c'est ce qu'il faut faire très attention, je vais y revenir tout à l'heure. La séquestration, c'est facile. Et en gros, on évoquera une thrombopénie immune quand il n'y a pas d'organomégalie, c'est-à-dire un examen clinique qui est strictement normal, quand l'hémostase est strictement normale, et l'hémostase n'est pas faite pour poser le diagnostic, parce que c'est un trouble de l'hémostase primaire ici, donc le TP-TCA n'a aucun intérêt dans le diagnostic étiologique, mais il aura un intérêt pour éliminer les autres étiologies, telles qu'une coagulation intravasculaire disséminée. L'autre chose également, c'est qu'il n'y a pas de schizocytes, et je vous rappelle que l'urgence, quand vous avez une baisse des plaquettes, c'est de faire un frottis. Pourquoi? Parce que quand vous voyez ces schizocytes qui sont ces globules rouges fragmentés, ça témoigne d'une microangiopathie thrombotique, et là, c'est une urgence, et je vous rappelle que la microangiopathie thrombotique, c'est une anémie hémolytique avec thrombopénie, avec des schizocytes qui sont élevés, qui se compliquent d'une insuffisance rénale rapidement et avec une atteinte neurologique. C'est ça l'extrême urgence qu'il faut éliminer. Et puis, bien sûr, les autres lignées sont normales et le médulogramme est strictement normal. Donc, une fois qu'on a fait ça, le diagnostic est aisé. On a posé le diagnostic de notre thrombopénie immune. Donc, en gros, j'ai essayé de vous mettre ici toutes les recommandations internationales de la prise en charge et tout simplement pour vous montrer, en fin de compte, que la médecine générale a un rôle extrêmement important dans la prise en charge de ces patients, que ça soit dans les recommandations françaises, que ça soit dans les recommandations américaines dans BLAD, que ça soit également cette dernière publication qui date du 4 novembre 2001, qui replace le rôle de la médecine générale de 2021 dans la prise en charge des ECTI, et puis, bien sûr, ces recommandations également, ces guidelines américains de l'ASH, qui replacent également. Donc, vous voyez, ce n'est pas nouveau. Je me rappelle très bien, je remercie Sibrada quand il m'a appelé. Il avait, donc voilà, c'est peut-être que tu as vu avant, mais regardez cette publication qui est toute récente, qui replace en fin de compte, qui recadre la place de la médecine générale. Donc, en gros, dans votre cabinet, vous faites quoi? Comment va-t-on poser en pratique, puisque là on retombe sur pied? Les indispensables, c'est NFS frottis, on a toujours parlé de cela. Quand vous avez une lume sans frottis, vous jetez le papier, c'est qu'on n'a pas vu, et on n'a pas vu la lame. Ça, c'est obligatoire, parce que les schizocytes, c'est le frottis. Bilan hépatique pour éliminer, bien sûr, une hypertension portale. Le TP-TCK également, c'est essentiellement pas pour poser diagnostic, pour poser diagnostic différentiel. Également, VIH, hépatite B, hépatite C, c'est obligatoire. C'est ce qui permet les thrombopénies induites par ces virus. Et puis, les utiles, c'est des notions importantes. Vous avez les anticorps antiphospholipides pour nous internistes qui peuvent donner une thrombopénie. Le bilan immunologique, les anticorps antinucléaires. Et puis, c'est obligatoire, bien sûr, une écho abdominale pour voir ce qui se passe au niveau de l'abdomen. La TSH et puis le test de Coombs, parce qu'une
maladie auto-immune peut s'associer à une autre maladie auto-immune, et donc une thrombopénie auto-immune peut s'associer à une anémie hémolytique auto-immune. Et puis, à discuter, ça c'est plutôt l'affaire, bien sûr, du spécialiste, où on parlera du myélogramme, bien sûr, de ponction sternale, et puis n'oubliez pas qu'une carence en B12 peut avoir comme seule manifestation une baisse des plaquettes. Ça aussi, c'est un message que je vous passe. B12 folate systématiquement, parce que ne vous attendez pas toujours à avoir une anémie macrocytaire. Vous pouvez avoir comme seule présentation clinique une thrombopénie. Une fois qu'on a fait ça, on a posé le diagnostic de thrombopénie immune, et donc la question d'après, c'est comment va-t-on traiter nos patients? Alors, à qui faisons-nous la ponction sternale ou le myélogramme? On ne le fait plus, c'est le sujet jeune. Donc là aussi, on replace la médecine générale. Un sujet jeune qui a 20 ans, qui fait une thrombopénie brutale, et c'est une thrombopénie immune, ça ne sert à rien de faire un myélogramme. Vous pouvez traiter dès le départ. Donc on fait le myélogramme chez les sujets entre 60 et 65 ans. Quand vous avez des anomalies des autres lignées, quand vous avez des anomalies du frottis, pourquoi? Parce qu'on a peur de ce qu'on appelle le syndrome myélodysplasique. Quand vous avez une organomégalie, ça c'est des choses qui vont d'elles-mêmes. Et puis, quand vous allez traiter votre patient, nous, quand le traitement ne répond pas, essentiellement les corticoïdes, dans ce cas-là, quand vous nous adressez les patients, on fait une ponction sternale et les recommandations sont claires, elles intègrent cela, elles reprennent en fin de compte ce que je viens de vous dire. Et nous, ce qu'on a ajouté, c'est que quand on fait un myélogramme, on ajoute une cytométrie en flux et une étude cytogénétique pour d'autres raisons. L'autre chose également, et je retombe également, je me remets à votre place, attention, là aussi c'est des choses basiques de médecine générale. C'est qu'avant de poser trop rapidement une thrombopénie immune, n'oubliez pas une chose, c'est que vous avez des fois des fausses thrombopénies. Et les fausses thrombopénies, il y a deux étiologies des fausses thrombopénies. C'est tout d'abord le tube citraté et le tube EDTA, donc il faut changer de tube pour être sûr que c'est une vraie thrombopénie. Et puis le frottis, je vous ai mis ici. Regardez ici, vous avez des agrégats plaquettaires. Et à tort, ça peut vous donner une baisse des plaquettes, alors qu'en fin de compte, les plaquettes sont là, elles sont juste agrégées. Et donc, l'appareil vous donne une thrombopénie qui n'en est pas vraiment une. Et puis, l'autre chose également importante, et là, je pense que c'est l'apanage de tout médecin, c'est ce que j'enseigne à tous mes étudiants, quelle que soit l'anomalie que vous avez, la première question que vous devez poser à votre patient, c'est quels sont les médicaments que vous prenez. Et là, je donne toujours cet exemple. J'ai mis volontairement ces diapos, vous avez quasiment toutes les molécules que vous utilisez en médecine générale, donc toutes quasiment peuvent donner de la thrombopénie. Et puis, je donne toujours cet exemple d'un patient qui nous avait fait le tournis au service, et en fin de compte, la cause, c'était quoi? Buvez 2 litres de Schweppes, et le Schweppes tonique, ça comprend de la quinidine. C'était une thrombopénie qui est secondaire. Voilà, c'est des choses, c'est vraiment une enquête policière avant de donner des thérapeutiques qui sont extrêmement chères. Alors, je continue. Une fois qu'on a fait ça, et là aussi c'est un message que je vous pose, c'est quel est l'objectif thérapeutique de nos patients? Et beaucoup de nos collègues nous envoient des patients pour nous dire « Attention, il y a un risque hémorragique sévère, qu'est-ce qu'on fait ?» Ils trichent. Parce que ça correspond pas, mais c'est pas grave. Je vais terminer en 12 minutes. Donc, en gros, n'ayez pas une grande trouille quand vous avez des plaquettes à 50-60 000. C'est que le cut-off, quand on a une thrombopénie immune, nous, ce que l'on recherche, notre efficacité thérapeutique, c'est 30 000 plaquettes. Donc voilà. Donc là aussi, ne vous acharnez pas à donner des thérapeutiques parce que votre patient, et nous tous, on continue à avoir des patients avec 50 000 plaquettes qui n'ont rien, à qui on veut donner des traitements de 2e et 3e intention. Non, pas du tout. Donc à moins de 30 000, vous discutez. Les Américains vont même plus loin. Et regardez les Américains, ils vont jusqu'à 20 000 plaquettes à ne rien faire. Donc vraiment, ça, c'est des messages principaux que j'ai envie de vous passer, où ces patients-là, vous pouvez les garder et tout simplement les surveiller. Et on ne soigne pas un chiffre de plaquettes, on soigne un patient. Et un patient sans signe hémorragique, sans aucun facteur de risque, qui n'a pas de comorbidité et qui a 30 000 plaquettes, je le laisse tranquille. Ça, c'est vraiment un message que j'avais envie également de vous passer. Alors, comment on traite? Comment on traite nos patients? Vous allez voir que la médecine générale joue un rôle important. Je vous ai mis ici toutes les thérapeutiques, des plus simples aux plus compliquées que l'on prend. Et je vous ai, pour résumer tout cela, je vous ai mis les recommandations américaines. Et regardez ce qu'elles mettent, les Américains, ce qu'ils mettent dans le dernier article en 2021. C'est très simple pour eux. Il y a le traitement de première intention, c'est corticoïdes, dexaméthasone, méthylprédnisolone, immunoglobuline intraveineuse. Ça, c'est les Européens. Les Américains ajoutent des anti-D. Et en fin de compte, nous, spécialistes, on agit à ce niveau-là. Quand ici, ça ne marche pas,
Et à ce moment-là, il y a toutes les thérapeutiques que l'on donne, les analogues de thrombopoïétine, les autres immunosuppresseurs, et puis la splénectomie qu'on avait oubliée, qui reprend sa place actuellement. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Mais regardez, c'est très simple. Ces prednisone, c'est des choses que vous utilisez. Ce qui change, avant de donner des traitements corticoïdes pendant très longtemps, là, c'est 1 mg kilo jour. Ça va de 3 semaines à 3 mois maximum, et vous arrêtez le traitement, on ne poursuit pas le traitement. Et puis, ce qu'il y a de nouveau maintenant, c'est la dexaméthasone. On l'a de plus en plus, avec le Covid, là aussi, on l'a beaucoup utilisé. Il y a des gélules de 40 mg, vous donnez 40 mg J1 jusqu'à J4, et vous arrêtez le traitement. Vous ne me dites pas, c'est des choses qui sont compliquées à faire. Alors voilà comment on fait. Donc voilà, je vous ai mis cette publication qui a essayé de montrer en fin de compte le rôle de la dexaméthasone. C'était la première publication du New England. Et puis ces études qui ont montré en fin de compte, qui ont essayé de comparer la dexaméthasone avec la prednisone ou la prednisolone qu'on a l'habitude d'utiliser. Et en gros, grossièrement, c'est la même chose. Ça dépend de la préférence des patients. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est quand même, on continue à donner la prednisone et la prednisolone à 1 mg kilo jour. Quand on la donne durant, regardez, les recommandations, c'est 6 semaines jusqu'à 3 mois, vous arrêtez, ou alors vous pouvez donner la dexaméthasone 40 mg par jour pendant 4 jours. Ça, c'est le traitement de première intention quand vous avez posé le diagnostic. Puis, il y a le traitement de l'urgence. Quand vous avez, là, je parle des patients qui sont en train de saigner devant vous, qui ont un score hémorragique, il y a un score qu'on voit ici, d'accord, qui n'est pas validé, mais quand vous avez un patient qui a un chiffre de plaquettes extrêmement bas, avec un accident hémorragique qui est sévère, il est en train de saigner, là, on n'a pas le temps d'attendre parce que l'effet des corticoïdes peuvent être différés, on donne des immunoglobulines intraveineuses, voilà, d'accord. Donc ça, c'est des choses que l'on fait en hospitalier, c'est des médicaments qui sont un peu chers, qu'on associe aux corticoïdes. Alors, les autres indications des immunoglobulines intraveineuses, et là aussi, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui font de la gynécologie et de la santé maternelle, mais regardez, ce n'est plus actuellement, on ne contre-indique plus les grossesses, c'est une dame qui a une thrombopénie. On sait les manager actuellement, on sait les gérer, tout simplement, ils doivent être correctement suivis. Et on sait, nous avons un arsenal thérapeutique qui nous permet actuellement de donner des médicaments au bon moment pour passer un accouchement sans aucun souci. Et voilà, une des indications, c'est les IGIV. Et regardez, on les donne, on ne donne pas toujours 2 grammes, on donne 1 gramme, et puis à J3, on va redonner l'autre gramme. Ça aussi, c'est pour vous enlever cette peur de contre-indiquer systématiquement la grossesse chez les femmes qui ont une thrombopénie auto-immune. Donc, une fois qu'on a fait ça, soit vous avez une réponse, grossièrement, vous avez 90% des patients qui vont répondre initialement, mais moi, ce que je vous demande de retenir, c'est qu'il n'y en a que 35% qui vont avoir une réponse soutenue. Donc, les 2 tiers vont avoir besoin d'une autre thérapeutique. Mais c'est quand même 1 tiers des patients que vous allez pouvoir gérer dans votre consultation et que vous allez pouvoir suivre sans être amené à envoyer le patient chez le spécialiste. Donc, c'est quand même 35% des patients. L'autre chose également, sur laquelle j'ai envie d'insister, c'est qu'avant, et là je ne vais pas détailler puisque c'est plus l'affaire du spécialiste, c'est qu'avant de passer aux thérapeutiques compliquées, et très chères, nous avons d'autres thérapeutiques beaucoup moins chères qui sont à notre disposition, telles que la disulone, qui marche quand même dans 50% des cas, et il y a également la vincristine, que c'est des médicaments que l'on donne, qui marchent également, regardez, je vous ai mis ici, qui peuvent marcher avec une réponse de 86%, mais la problématique, c'est que c'est des thérapeutiques à l'arrêt. Bien sûr, vous avez des rechutes de vos patients. Une fois qu'on a fait ça, et que les plaquettes baissent, et que vous n'arrivez pas à contrôler, là, on passe à la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle une thrombopénie persistante ou alors une thrombopénie chronique. Alors, avant de parler des thérapeutiques, les autres thérapeutiques que l'on va donner qui sont un peu plus compliquées, mais que vous devez savoir, il est de bon usage, même si dans le service on l'a utilisé, mais on n'a trouvé aucune réponse. Les Japonais ont fait de très belles études sur l'Helicobacter pylori et thrombopénie immune, et donc eux, dans leur série, ils avaient montré qu'en soignant l'Helicobacter pylori, un certain nombre de patients guérissaient de cela. Donc on a fait cette même étude dans le service, on a eu 0 efficacité. Sachez quand même, on ne perd rien, avant de passer à des thérapeutiques extrêmement chères, de plutôt rechercher l'HP par breath test ou par parasitodécèle. Si c'est positif, vous ne perdez rien de donner un traitement. Ça marche, tant mieux, ça ne marche pas. À ce moment-là, bien sûr, on va intervenir, nous-mêmes, on va intervenir. Alors, quelles sont les autres thérapeutiques ? Les autres thérapeutiques, il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont assez codifiées. En gros, elles sont et leur liste est en train
d'augmenter au fur et à mesure. Donc, nous, spécialistes, on a de quoi gérer, manager nos patients. Tout d'abord, il y a le rituximab qui avait été utilisé pour la première fois, le MabThera, utilisé pour la première fois dans les lymphomes, puis en rhumatologie, dans la polyarthrite rhumatoïde, et puis actuellement dans plein de maladies auto-immunes que l'on utilise. Eh bien, dans la thrombopénie immune, ça marche. Ça marche, mais attention, ce que j'ai envie que vous reteniez, c'est que le taux de réponse est de 25%, d'accord, avec une efficacité autour de 20% également, enfin 25 mois, avec une efficacité de 20%. Donc, vous allez rattraper un cinquième des patients, mais attendez-vous à ce qu'ils rechutent après 2 ans. Les autres thérapeutiques, et je suis obligé d'en parler parce que c'est des thérapeutiques qui sont actuellement disponibles sur le marché marocain, ce sont les analogues de la thrombopoïétine, d'accord, il y en a 2 actuellement sur le marché marocain. Je vous ai mis ici les publications quand elles ont été mises sur le marché. Il y en a une par voie injectable, qui est le romiplostim, et il y en a une autre qui est l'étrampompac, que l'on donne par voie orale, qui permettent d'avoir une efficacité dans 80 à 85% des cas, et regardez, avec un délai de réponse assez rapide, et c'est efficace aussi bien chez les malades splénectomisés que chez les malades non splénectomisés. Alors, dernière étape, et là, ne vous en faites pas, je vais finir dans 5 minutes. Donc, n'oubliez pas une thérapeutique. Nous tous, moi, quand j'étais jeune étudiant et interne, la splénectomie, c'était la thérapeutique que l'on donnait après un échec à une corticothérapie. Et puis, quelques années après, on nous a fait tellement de conférences qu'on avait peur au point qu'on s'en voulait de proposer la splénectomie chez les patients. Et donc ça, c'est l'effet mode, l'effet des thérapeutiques, l'effet de tout ce qu'on nous a inculqué dans les congrès, au point qu'on a commencé à arrêter de splénectomiser les patients. Un message important que j'ai envie de vous passer. Le seul traitement qui permet de guérir une thrombopénie immune, c'est la splénectomie, pour qu'on soit clair. Et cette splénectomie est efficace dans 65 à 70% des cas. Donc 2/3 de vos patients vont guérir. Et cette thérapeutique qu'on a laissé tomber pendant de très nombreuses années, actuellement, dans les recommandations, elle revient. Elle revient, et c'est pour ça que je vous en parle. C'est efficace, mais attention. Attention, quand vous proposez une splénectomie, attention au risque infectieux chez vos patients. Donc, vous allez proposer de l'oraciline, 1 million, 1 comprimé par jour pendant 3 ans. Vous allez vacciner vos patients contre l'hémophilus et contre le pneumocoque. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas qu'il y a un risque de complications veineuses, de thrombose veineuse au long terme, des publications qui ont montré cela. Alors, ces recommandations américaines, donc, dont je viens de vous parler, elles réintègrent, vous avez vu, la splénectomie reprend sa place, bien sûr sous certaines conditions, mais attention, on ne splénectomise pas tout de suite. Avant de proposer une splénectomie, il faut au moins 12 mois d'évolution de cette thrombopénie immune avant de proposer une splénectomie. Ça, c'est le message que j'ai envie de passer. Alors, l'autre chose également que j'ai envie de vous, et avant de clore l'exposé, c'est thrombopénie immune et chez la femme et grossesse. Donc là aussi également, j'ai envie de vous passer, pas toutes les molécules peuvent être utilisées. Ce que vous pouvez donner, c'est corticoïdes, immunoglobulines intraveineuses, que les autres molécules sont contre-indiquées, sauf l'Immurel comme traitement immunosuppresseur, et que, regardez ce qu'on voit, et là aussi je vous défi de trouver un anesthésiste réanimateur qui va vous faire une péridurale 70 000 plaquettes, mais les recommandations sont claires. À partir de 70 000 plaquettes, vous pouvez faire une anesthésie péridurale. Voilà, donc quand vous parlerez à vos anesthésistes, c'est bien de leur montrer les diapositives pour leur montrer que ce n'est pas que les recommandations sont claires. L'autre chose également, c'est que pour pouvoir accoucher, on n'a pas besoin de plus que 50 000 plaquettes et on le voit très très bien ici. Donc ne visez pas obligatoirement. Donc ce n'est pas une catastrophe si vous avez 70 000, 80 000 plaquettes. C'est très bien, d'accord. Mon ami Benazouz, qui est gastro, il fait des biopsies du foie à 50 000 plaquettes. Donc voilà, c'est pour vous donner un exemple de choses qu'on a des idées fixes et c'est plus la hantise des complications, mais sachez que les recommandations sont là et que les datas scientifiques nous montrent qu'on peut agir avec beaucoup de facilité. Et puis le futur, regardez, c'est ce que je vous ai mis. Le futur, c'est tout ça. Donc probablement, on a plein de thérapeutiques qui sont sur le marché actuellement, qu'on va avoir également. Donc en gros, les choses sont en train de s'améliorer, mais comment dire, les principaux axes de thérapeutique sont là, sont posés,
Et en gros, ça me permet de conclure dans les temps. Donc, le traitement, c'est plus de possibilités, plus de complexité. Je n'ai pas eu le temps de tout détailler puisque l'objectif aujourd'hui est différent, mais on pourrait y revenir tout à l'heure dans la discussion. Et en gros, dans notre pratique, nous tous, comment est-ce qu'on intervient? Mais c'est une discussion en général entre le médecin traitant généraliste du patient, le patient lui-même et nous, spécialistes de l'autre côté. Et en fin de compte, les facteurs, ce n'est pas seulement les chiffres de plaquettes. J'espère que je vous ai convaincu, on ne soigne pas des plaquettes, on soigne des patients. Donc là aussi, vous devez intégrer cela. C'est la phase également qui est importante, la sévérité des signes hémorragiques, les comorbidités, la qualité de vie et puis bien sûr les préférences du patient et du médecin. Un médecin qui a l'habitude d'utiliser une molécule et qui marche bien, ben, il n'y a pas de raison de chambouler sa façon de faire. Vous êtes obligé d'intégrer le coût également parce que les analogues thrombopoïétine, c'est quand même 10 000 dirhams par mois chez nos patients. Donc là aussi, on est obligé d'intégrer cela. Et donc, en gros, le message, c'est que le futur, c'est un traitement personnalisé. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Hermouche, pour ce bel exposé. Et ça rassure sincèrement, vu l'évolution de la recherche depuis qu'on a quitté les bancs de la faculté. Beaucoup de choses ont changé. Et on pourra passer la parole à la salle au cas où il y aurait des questions. Certes, il y en a. Vous avez le micro, là. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup pour cet exposé, on ne peut plus clair. Sauf que dans notre cabinet de médecine générale, on ne peut pas pratiquer des splénectomies, ça pour rigoler un peu. Hein. Maintenant, je me rends compte que dans ma consultation, je vois beaucoup plus de leucocytopénie d'effort. Et il suffit que je pratique la libération de formules d'effort pour que je retrouve la vraie valeur. Est-ce que c'est aussi valable pour les thrombocytes ? C'est une très très bonne question et je vous remercie de me la poser. C'est vrai que vous avez raison, ça me permet de répondre et de faire de la FMC. En fin de compte, quand vous avez une thrombopénie, si vous avez une leucopénie associée, dans ce cas-là, il faut peut-être rechercher d'autres étiologies, notamment par exemple une carence en B12, une carence en folate. Donc il faut rechercher les autres étiologies qui peuvent éventuellement, ou alors une cause centrale. Donc cela permettra de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas autre chose d'associé, ou alors tout simplement, ce n'est pas une thrombopénie immune, c'est autre chose. Alors pour revenir à votre question sur plaquettes, est-ce que plaquettes seules, est-ce qu'il y a autre chose qui influe la baisse des plaquettes? J'en ai parlé dans une diapo tout à l'heure, il n'y a que 2 facteurs en fin de compte qui peuvent donner de fausses thrombopénies. C'est le frottis, il faut obligatoirement faire un frottis. Le frottis, c'est les agrégats plaquettaires. Ça, c'est obligatoire qu'il faut rechercher. Donc, c'est la même chose que les globules blancs, si vous voulez, ce qu'on appelle le test de démargination dont vous venez de parler. Donc, nous, pour les plaquettes, on fait un frottis, on voit s'il n'y a pas d'agrégat. Et puis, avant de faire cela également, il faut changer de tube. Vous savez très bien que le tube où il y a de l'héparine fait baisser, bien sûr, les plaquettes. Donc, on change des tubes citratés avec le tube de TA et tube citraté pour être sûr, c'est une vraie thrombopénie. Donc, je vous remercie pour votre question parce qu'elle me permet de replacer les choses et de vous dire, attention, avant de se lancer dans des investigations coûteuses, avant de se lancer dans des thérapeutiques coûteuses, il y a des choses basiques qu'il faut garder. Merci beaucoup pour votre question. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Les agrégats plaquettaires, ce n'est pas toujours un problème de tube, c'est indépendant. C'est pour ça que j'ai mis la photo qui est différente. Et c'est vrai qu'une fois qu'on le voit, il y a le père d'une collègue à nous, c'est ce qu'on appelle les macroplaquettes également, le père d'une collègue à nous, cardiologue, qui a traîné pendant des années, d'accord, je ne vais pas citer son nom, et il a reçu toutes les thérapeutiques. Il est venu chez nous complètement bouffi, et en fin de compte, en faisant juste le frottis, on avait vu qu'en fin de compte, ce patient, il n'avait rien, il ne demandait rien, ce patient. Il a fait un bilan standard, tout simplement, de check-up. Il lui trouve des plaquettes à 30 000 et il est rentré dans le moule. Ils font tous les bilans, ils sont négatifs, ils disent une thrombopénie immune. Il reçoit corticoïdes, il reçoit Rimaptera, il reçoit tout ce que vous voulez. Et en fin de compte, et ce patient n'avait rien du tout. Il se plaignait de rien. C'est une découverte fortuite d'une thrombopénie et c'était en fin de compte des agrégats plaquettaires. Donc on a redressé le diagnostic tout simplement et on lui a dit continuez à mener votre vie normale, vous n'avez pas besoin de traitement. Voilà. Alors, il y a une deuxième question par là.
Bonjour, bonjour professeur Hermouche, c'est toujours un plaisir de vous suivre, non seulement sur le fond, mais sur la forme dont vous vous présentez, c'est toujours un plaisir. Merci. Donc nous, en tant que praticiens, on suit nos malades, on est les médecins de proximité, les médecins communautaires, etc., les médecins de famille, donc on suit le malade. Vous avez dit qu'on suit le malade et pas la maladie, donc c'est-à-dire on le suit sur le plan clinique et sur le plan biologique. Donc sur le plan clinique, bien sûr, on observe s'il y a des hémorragies par-ci, par-là. Et sur le plan biologique, est-ce suffisant de le suivre par l'ANFS, c'est-à-dire, et par conséquent le taux de plaquettes, on demande un autre bilan en parallèle pour le suivre de près? C'est une très très bonne question et je vous remercie de me la poser. Vous avez raison et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté tout à l'heure sur les facteurs, c'est-à-dire les comorbidités et l'âge. J'ai mis tous les facteurs qui influent en fin de compte dans notre choix thérapeutique. Alors, un patient qui n'a rien, qui est jeune, et vous êtes sûr de votre diagnostic de thrombopinie immune, ben c'est une consultation avec une NUM, vous n'avez pas besoin de faire autre chose. Mais attention, c'est que ces patients, ils vont prendre de l'âge après, et donc ils peuvent faire d'autres maladies. Donc voilà, on s'est tous fait avoir de rester focalisé sur une pathologie, d'oublier une autre. On a tous vu, moi je me suis fait avoir, et pourtant je fais beaucoup de VIH, et un patient qu'on a eu, et voilà, c'est le même principe. Et thrombopénie immune, qu'on a toujours suivi, qu'on a toujours mis sur le cadre, il s'était amélioré, puis un jour, il vient avec une baisse des plaquettes. Et on se dit, c'est toujours la thrombopénie immune, puis un jour, il a eu tous les traitements, pas d'amélioration. Et on se pose la question, on voit, on s'assoit, comme on dit, donc et on a repris ces indispensables que je vous ai mis. On avait oublié que la sérologie HIV. Ben, il a contracté le VIH entre-temps. Voilà. Donc ça, on s'est tous fait avoir. Donc le message, c'est que oui, vous avez raison, mais attention, c'est des maladies chroniques, donc c'est des patients qui peuvent faire autre chose par la suite, et donc n'incluez pas, ne portez pas le chapeau toujours au diagnostic initial. Voilà, merci beaucoup. Alors une dernière question, s'il vous plaît, parce qu'on est pressé par le temps. Sir Hermouche, est-ce qu'avec la Covid et la vaccination anti-Covid, on a eu plus de purpura immunologique? Ouais. Et la deuxième question, enfin une observation. À Kenitra, on a vécu le cas d'une jeune fille de 22 ans qui a été vaccinée la première dose et une dizaine de jours après, elle a fait une varicelle et qui est devenue hémorragique par la suite. Et elle avait 2000 plaquettes. Et je confirme ici l'observation qu'il n'y avait pas d'hémorragie ailleurs, seulement dans les vésicules de la vésicule. Je vais te répondre et je vais terminer également la réponse pour contrer les vaccinophobe. Donc oui, premièrement, quels que soient les effets secondaires qu'on peut décrire sur la vaccination anti-Covid est efficace, elle est safe, et les avantages sont largement au-dessus des inconvénients. Vraiment, il faut vraiment replacer ça. Et j'ai envie, je te remercie de m'avoir posé cette question, parce que vraiment, il faut reploser ça, parce que les gens, sur le plan statistique, ça s'appelle un biais. On prend un cas clinique et on dit, voilà, les vaccins sont responsables de ça, les vaccins sont responsables de ça. Ça, on le sait. C'est comme si vous prenez l'avion et vous dites, je vais mourir dans un avion. On sait que vous pouvez mourir d'un avion, mais le risque que vous mouriez d'un avion est extrêmement faible. Donc voilà, donc ça c'est... alors pour revenir à votre question, la Covid en elle-même peut donner de la thrombopénie, donc l'infection Covid-19. La vaccination, on a eu des cas. Moi je suis une médecin d'ailleurs, une médecin qui a fait une thrombopénie. Alors dans la thrombopénie, je laisserai Zoubida tout à l'heure... non, il y a une partie, puisque tu es experte dans cette partie, tu en parleras tout à l'heure, donc je répondrai à une partie de la question où il y a des thrombopénies immunes secondaires à la vaccination. Donc je vais être clair avec vous. Quand on interroge le centre de pharmacovigilance marocain, il y a 5 cas officiels. C'est les chiffres officiels marocains. Donc, moi, j'en suis une, d'accord, qui va très bien actuellement. Donc, c'est une collègue. Elle a eu le même traitement, donc c'est la même approche, immunoglobuline intraveineuse. On lui a donné des corticoïdes. Actuellement, elle a 55 000 plaquettes. On a tout arrêté. Elle va très bien. Donc, voilà, c'est des choses qui peuvent exister. C'est des choses qui existent. Mais quand on la compare aux milliards de vaccins qu'il y a eu, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement et extrêmement rare. Voilà. C'est ce qu'on appelle à la faute de pas de chance. C'est comme le monsieur qui fait un accident de la voie publique, l'ambulance vient le prendre pour le sauver, l'ambulance fait un accident. C'est possible, mais c'est exceptionnel. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Merci beaucoup, professeur Hermouche. Merci surtout de répondre toujours présent.
Ça nous réchauffe le cœur et vous nous apportez toujours du nouveau. Merci encore.